Et aujourd'hui, Noël reçoit Bruno Latour, professeur à Sciences Po Paris, philosophe et sociologue. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'anthropologie du monde moderne. L'ouvrage qu'il vient présenter aujourd'hui, Où atterrir, comment s'orienter en politique, nous invite à repenser l'échiquier politique et à réorienter les clivages. Plus que ça, c'est toute l'épistémologie des sciences sociales, physiques et naturelles qu'il propose de refonder. Bruno Latour, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la philosophie des sciences et sur l'anthropologie, comme ça a été dit par Aude Rossigneux il y a quelques instants. Parmi vos principaux ouvrages, on peut citer Face à Gaïa et Politique de la nature. Le livre Où atterrir est un livre très politique. Alors, vous commencez par le refus de Donald Trump d'appliquer les prescriptions de la COP21, c'est-à-dire de se couper d'une certaine manière du monde, et vous l'analysez comme le symbole de ce que les classes dirigeantes, depuis finalement les années 80, veulent se retirer du monde. Oui, moi j'aime assez Trump, parce que Trump a clarifié quand même pas mal la situation en se rejetant, disons, et c'est d'ailleurs la seule chose cohérente de la politique de Trump, c'est le déni de la situation climatique. Et donc ça m'intéresse parce que ça veut dire que quand il travaille, quand il a une politique, il montre que la question climatique, ce que j'appelle le nouveau régime climatique, est centrale pour définir la politique. Et jusqu'ici, aucun chef d'État n'aurait osé sortir de la question. Lui, il a dit clairement, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis est différent de ce qui se passe ailleurs. Nous n'avons pas de crise écologique, on n'a pas de crise climatique. Le problème concerne, disons, les autres pays. Donc il a mis la géopolitique, il a donné un sens nouveau à la géopolitique. Alors définissez-nous ce que vous appelez le nouveau régime climatique, qui était d'ailleurs déjà présent dans votre livre Face à Gaïa. Il y a plusieurs composantes de ce nouveau régime climatique, je pense en particulier aux inégalités extrêmes et à la dérégulation. Oui, j'essaie évidemment, j'ai aucune hypothèse, je n'ai pas de preuve de mon hypothèse, mais j'essaie de mettre en face l'accroissement des inégalités, disons, dans les années qui commencent vraiment au niveau des années 80. Ensuite, évidemment, massivement, la dérégulation. Et à partir des années 2000, disons, l'extension foudroyante, y compris d'ailleurs en France, mais manifestement beaucoup plus encore aux États-Unis, du déni de la situation climatique. Donc ça veut dire que toute la vision politique s'est réorganisée à partir des années 80 et jusqu'à maintenant, en disant finalement... ce monde commun qu'on était supposé imaginer, alors on sait bien que ça a toujours été un peu une imagination, mais personne n'avait dit jusqu'ici la question de partager le monde commun, ça ne nous intéresse plus. Oui, vous dites d'ailleurs... C'est une espèce de renversement qui est quand même très intéressant et très grave, disons. Vous dites qu'une partie de l'Occident, en fait, a renoncé à cette idée du monde commun. On a vu dans les Paradise Papers que cette partie de l'Occident, je ne sais pas, c'est même 1%, 2%, mais une toute petite fraction, avait vraiment clairement décidé que ça ne servait même plus de faire semblant de dire on va moderniser la planète au niveau des Américains. Alors, donc c'est ça qui m'intéresse, la fin de la modernisation en quelque sorte. Oui, et en même temps nous obliger à regarder différemment nos catégories politiques, si je puis dire, puisque pour vous, droite et gauche, ça ne veut plus dire grand-chose, il faut se déterminer par rapport à la question que pose le climat aux sociétés, aussi bien aux sociétés émergentes qu'aux sociétés industrielles. Ça, c'est un peu embarrassant de discuter ça avec vous, parce que vous connaissez beaucoup mieux cette question que moi. Non, mais j'écoute le philosophe. L'écologie politique a désigné un troisième attracteur qui n'est pas du tout le globe, qui n'est pas du tout le globe vers lequel on allait quand on était, disons, dans l'horizon de la modernité, et qui n'est pas non plus le retour à tous ces territoires dont on parlait tout à l'heure aux nouvelles, c'est-à-dire le retour à l'État-nation, disons. Donc les gens sont désorientés, comme je l'explique, parce qu'ils sont pris. On voudrait bien continuer, disons, à aller vers l'idéal du globe, mais ce globe a disparu, en quelque sorte. Et si on revient vers l'ancien État-nation, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure de la Pologne, de l'Irlande, de la France, du Front National, du Brexit, de Trump, etc. C'est des nations qui n'existent pas, en fait. C'est des illusions aussi. Donc les gens sont... c'est un peu embêtant, ils sont pris entre deux illusions. Parce qu'ils voient bien qu'il n'y a pas d'avenir. En tout cas, ils voient bien que cet avenir commun n'existe plus. Donc ils se rétractent. Ils regardent... ils sont un peu embêtés d'avoir été trahis. Ils ont été abandonnés par les globalisateurs, disons. Parce que quand on lit les Paradise Papers, on voit bien que c'est pas pour les 9 milliards de gens. C'est pour très peu de gens. Un certain nombre, oui. Donc,
déchus et trahis, ils se remettent dans une situation de retour, disons, à l'État-nation qui est lui-même une illusion, ils sont perdus. Pendant ce temps-là, il y a un troisième terme, ce que j'appelle le terrestre, qui effectivement réoriente la politique, mais depuis longtemps. Après tout, l'écologie politique a toujours désigné ce lieu, mais je suis navré de le dire devant vous, mais l'écologie politique n'a pas eu le même recours aux luttes de masse, disons, qui ont été caractéristiques de la question sociale. Oui, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est deux choses. La première, c'est que vous liez, comme d'autres le font maintenant, la question écologique à la question sociale. Vous dites même que ça ne pourra pas se faire s'il n'y a pas une alliance avec ce qu'on appelait jusqu'à maintenant la classe ouvrière. Mais en même temps, cette classe ouvrière, elle a changé de sens. On le disait tout à l'heure à propos de l'analyse économique. Donc la difficulté maintenant, c'est de redéfinir ce que j'appelle les classes géosociales. C'est toujours une lutte de classes, mais c'est des classes qu'il faut appeler géosociales. C'est-à-dire à la fois, et vous avez vous-même milité pour ça il y a bien longtemps, c'est-à-dire des classes où on ne puisse plus dire, comme on continue à le dire, il faut choisir entre l'économie et l'écologie, le développement et l'écologie, parce qu'on parle du même territoire. Jusqu'à Trump, il faut reconnaître que ce n'était pas clair, que c'est une question de territoire, que c'est une question de géopolitique, que c'est une question d'occupation du sol. Et évidemment, les Français le savent, mais pas par la crise écologique, ils le savent par la migration. C'est la crise migratoire qui traduit, mais évidemment de façon tragique, le fait qu'il y a des gens qui perdent leur sol, qui perdent leur appartenance au territoire, et en un certain sens, nous aussi, nous les Français, même les Français riches, le territoire sur lequel nous sommes, eh bien, il est en train de changer, lui aussi. Oui, parce que nous menons des politiques dites hors sol, c'est-à-dire où on est sorti de notre enveloppe, en utopique. tout cas. Oui, la question de retrouver les enveloppes. Alors, évidemment, le problème politique qui est compliqué, c'est que ces gens qui reviennent parce qu'ils ont été trahis et qui se sentent perdus au territoire défini à l'ancienne, c'est eux nos alliés potentiels. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas leur parler, parce qu'on traite ces mouvements de populisme. C'est intéressant d'avoir le cas, d'ailleurs, des Italiens tout à l'heure. Mais le problème, c'est que vouloir être protégé, vouloir être assuré d'une identité, vouloir garder son job, vouloir garder son métier, c'est pas réactionnaire. C'est dans l'hypothèse d'avant, c'est-à-dire celle où on allait vers la modernisation utopique, disons, que toutes ces attitudes d'attachement au sol, d'appartenance et d'identité nous apparaissaient réactionnaires. Donc la gauche est très démunie, parce que brusquement, elle ne sait pas comment parler, et il faut reconnaître que les intellectuels et les politistes disent que c'est un mouvement populiste qui est une façon de ne pas comprendre ce qui se passe. Alors justement, il faut que les choses soient bien claires, parce que quand vous parlez d'atterrir, ce n'est pas le retour à la Terre, comme on aurait pu le dire à une certaine époque de notre histoire politique. C'est le retour de la Terre, c'est-à-dire une rupture avec l'idée qu'on se faisait d'un progrès continu. Et là, maintenant, c'est une sorte de conception, disons, pour employer un mot un peu savant, dialectique, entre regarder le monde et avoir les pieds sur Terre. C'est-à-dire que la modernisation, en fait, on s'aperçoit maintenant, elle était très peu matérialiste. Même les marxistes faisaient des analyses matérialistes d'un monde qui est finalement très peu matériel, puisqu'il n'y a pas de terre qui correspond à ce monde-là. Si on se développait au niveau des Américains sur toute la planète, de toute façon, il n'y a pas de planète qui correspond. Donc brusquement, et c'est ça la désorientation, c'est que si vous êtes matérialiste, si vous êtes pour l'économie libérale, etc., aussi bien que si vous êtes de gauche ou d'extrême gauche, le problème est commun. Il n'y a pas de terre qui correspond à ça. C'est ça l'utopie, ça c'est pas être réaliste en fait. Non, justement, et brusquement, tout le monde se dit, ah oui, mais alors à ce moment-là, donc là il y a plusieurs positions. La position du 1%, c'est de dire, bon ben on se tire, et il y a des gens qui se tirent effectivement dans des espèces de gated community. L'autre solution, c'est de dire, je reviens à l'État-nation classique et même ethnique, disons. Et puis la troisième solution, qui est celle évidemment la plus intéressante, c'est d'atterrir. Mais le problème, c'est qu'on atterrit où? Et là, il y a une immense incertitude, parce qu'on ne sait pas où c'est cet atterrissage. Pour terminer notre entretien, c'est la conclusion d'ailleurs de votre livre, vous voyez comme une des solutions l'Europe. L'Europe qui aujourd'hui, vous dites que cette Europe, elle peut nous donner une chance, puisqu'elle n'est plus protégée par les Américains, qu'elle a encore finalement des terres au sens matériel du terme, et qu'elle peut être une manière pour nous de réparer les dégâts. Elle a plein de défauts, mais elle a l'avantage de ne pas être une nation, et en même temps d'être l'intersection d'une multitude d'intérêts et de pays, de paysages aussi, de villes totalement différentes. Donc,
il y a quelque chose qui se joue en Europe qu'on comprend très mal quand on parle de l'Europe simplement comme Bruxelles et le machin, disons, institutionnel, mais c'est aussi un territoire. Et c'est un territoire où les questions de société, les questions d'État-providence, les questions d'industrie, d'innovation et les questions d'agriculture n'ont pas été complètement saccagées. Même si la raison pour laquelle c'est pas saccagé, c'est parce qu'on en a saccagé chez les autres. C'est le problème postcolonial, évidemment, qui revient. Et de nouveau, la question de l'immigration et la question du racisme devient centrale. Donc il se passe quelque chose en Europe que je trouve que la gauche a très mal ressenti. Disons, l'Europe, c'est l'équivalent, j'ose à peine le dire, de ce qu'a été le sentiment de la patrie, disons. Il y a une patrie européenne, en quelque sorte, ou une matrie, je ne sais pas comment dire, une fratrie, je ne sais pas quel est le mot exact. Et c'est cette présence-là qu'il faut chérir et protéger, parce que c'est le seul espace, disons, qui échappe, du point de vue écologique aussi, qui est à la bonne taille. C'est la bonne taille, en même temps, ce n'est pas l'État-nation. Donc je trouve que la question européenne doit redevenir centrale pour la définition de la gauche. Merci Bruno Latour d'avoir répondu à nos questions. La semaine, je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Où atterrir, comment s'orienter en politique. Et la semaine prochaine, nous recevrons une grande figure de la défense des droits de l'homme dans notre pays. Il s'appelle Gustave Macia. D'ailleurs, dans le milieu, on l'appelle Gus Macia. Il a été l'initiateur du tribunal permanent des peuples qui s'est réuni il y a quelques semaines de cela pour analyser la politique visant les exilés plutôt que les migrants. Employons cette expression aujourd'hui des exilés, et vous verrez que la sanction du tribunal, ou en tout cas le verdict du tribunal, est dur pour la France et dur pour l'Europe.